La malédiction de Salem de Karine Gors. Chapitre 2. Les sycophantes. C'est ainsi qu'une fois toutes les maisons de la rue principale visitées, Mérédith, satisfaite de son machiavélisme, rentre le plus naturellement du monde à son manoir. Devant l'insistance de la nourrice et ne pouvant résister au plaisir de vanter ses mérites, la nécromancienne narre ses exploits. À mesure qu'elle raconte sa perfidie, la vieille nourrice exulte et se réjouit d'avoir enfin de l'animation dans le village. Et de l'animation, il va y en avoir, pas plus tard que le soir même. En effet, les hommes qu'elle a ensorcelés continuent à pénétrer de force dans les maisons et en ressortent avec des femmes et des enfants pleurant de désespoir qu'ils emmènent sans tarder jusqu'au bûcher et aux potences. Il n'y a aucun procès ni aucun état d'âme. Poussant le vice de sa vengeance meurtrière, la sorcière de magie noire placarde sur les murs de la ville des affiches ordonnant aux villageois de Salem de dénoncer toute personne pratiquant la sorcellerie. Il y est spécifié qu'ils doivent obéir à cet ordre, même si cela concerne un proche, sous peine de terminer également sur le bûcher ou à la potence, pour complicité. La sorcière, qui sait se montrer très persuasive, n'hésite pas à laisser les pauvres victimes se balancer au bout de leurs cordes durant 3 jours et 3 nuits. Puis, avec l'aide de la nourrice, elle fait venir des nécromanciens, les désignant chefs des milices qu'elle vient de créer afin d'exécuter le sale travail à sa place. Ainsi, Mérédith peut s'assurer que ses sorts et ses potions font toujours effet. Mais au fur et à mesure que le temps passe, la nécromancienne se rend compte qu'elle n'a plus besoin d'utiliser ses sortilèges pour que les terrestres lui obéissent et exécutent ses sales besognes. C'est là une autre horreur de ce génocide. Désormais, la seule raison de leurs agissements est leur ignorance qui découle de leur peur. Sans chercher d'où peuvent venir les ordres de tuer des êtres humains, simplement parce que quelqu'un les accuse d'être des sorciers, ils poursuivent leurs nouveaux idéaux. À savoir que les sorciers sont tous mauvais, qu'ils sont là uniquement pour faire le mal, qu'ils sont le mal en personne. La conviction, surtout lorsqu'elle est des plus noires, est plus dangereuse que n'importe quel sortilège magique. Nous sommes désormais en 1693 et depuis une année maintenant sévit la chasse aux sorcières. Dès que la nuit tombe, les milices de sycophantes s'arment de leurs torches, mais surtout de leurs fourches et arrêtent encore de pauvres malheureux qui clament pourtant leur innocence. Ces peines perdues, personne ne les écoute, et ils périssent tous sur la grande place devant les autres villageois apeurés, se demandant bien quand leur tour viendra. Certains ont des hauts le cœur avec l'odeur des chairs brûlées, d'autres sursautent lorsque le sol de bois se dérobe sous les pieds des condamnés qui se balancent dans le vide, le cou se brisant au rythme des mouvements de la corde. Cependant, d'autres sont sordidement excités, en témoignent les sourires haineux accrochés aux lèvres pendant qu'ils scandent des menaces. « Brûlez-la, c'est une sorcière, pendez-le, c'est un démon !» C'est ainsi dans Salem, mais également dans tous les villages aux alentours. La frénésie de la chasse aux sorcières s'est emparée de tous, si bien qu'elle franchit les frontières et se propage à tous les pays. Depuis son manoir, Mérédith se réjouit de l'essor que prend sa vendetta contre les sorcières blanches. Comble de tout, personne, hormis les nécromanciens, ne sait qu'elle est une sorcière de magie noire. Georgia est toujours là. Elle continue d'user de sorts magiques pour s'occuper d'Anya, la fille de Mérédith. La petite, maintenant âgée de 2 ans, est devenue une enfant très active et ses pouvoirs continuent à se développer. Trop peut-être. La gamine baigne dans l'univers assassin de sa mère depuis l'âge de 6 mois, mère à qui elle ressemble de plus en plus, autant physiquement que moralement. Il est donc malheureusement logique que la petite nécromancienne devienne aussi cruelle. Pour preuve, dès les beaux jours, lorsque la fillette joue à l'arrière du manoir à l'abri des regards indiscrets des terrestres, son passe-temps favori est de déplumer les oiseaux en plein vol et de les regarder s'écraser au sol dans un rire sadique. Le domaine de Mérédith est désormais un lieu très agité.
en raison du grand nombre de nécromanciens qui viennent lui rendre visite. Tous font rapport de leur dernière capture et surtout des exécutions de sorciers de magie blanche. Bien sûr, il y a des victimes parmi les terrestres, mais la nécromancienne les hait tout autant que les sorciers, sinon plus. Toutefois, il y en a une qu'elle attend aujourd'hui plus que les autres. C'est une jeune femme plutôt jolie, rousse aux cheveux mi-longs et frisés, habillée comme un homme et chaussée de hautes bottes, répondant au nom de Phoebe. « Tu as été longue. Tu devrais être arrivée hier déjà, se plaint Meredith. »« Je sais, madame, veuillez me pardonner, » s'excuse Phoebe, tout en se courbant dans une révérence. « Toutefois, je pense que ce retard sera vite oublié lorsque vous verrez qui je vous ramène. » Tout en se redressant, elle claque ses doigts et 4 sbires font leur entrée. 2 par 2, ils pénètrent dans la pièce, traînant un homme et une femme, tous de mal en point. Leurs visages sont tuméfiés et leurs poignets ne sont plus que des hématomes violacés, signe que leurs liens sont bien trop serrés. En effet, les cordages animés coulissent sans cesse, se resserrant à chaque mouvement des malheureux. Meredith se lève de son siège et s'approche fébrile des prisonniers. Elle ne la connaît pas, mais lui, elle ne l'a pas oublié. La femme est vraiment très belle et son regard paraît si doux malgré la souffrance qui le déforme. Elle est vêtue d'une robe verte assortie à ses yeux et ses cheveux blonds ondulés tombent jusqu'au creux de ses reins, puis, tournant son regard vers l'homme, elle s'adresse d'abord à lui. « Artus, mon cher époux, lance-t-elle fière et surtout heureuse de ce revirement de situation. Puis, en s'approchant de la femme qui a l'air d'avoir le même âge qu'elle, elle lui dit « Alors c'est toi la traînée qui m'a impunément volé mon mari. Je ne vous ai rien volé, ce sont vos familles qui l'ont obligé à vous épouser, mais moi, il m'aime, lance l'imprudente avec défi. Suffit, insolente, bouche cousue, crie Meredith tout en dirigeant sa baguette vers la pauvre femme qui exacerbe sa jalousie de par sa beauté. Cette dernière pousse un cri de douleur vite étouffé. En effet, sa bouche est désormais tenue fermée par d'énormes sutures apparues soudainement. « Laisse-la tranquille, Meredith. »« Oh, mais regardez-le, l'amoureux transi qui vole au secours de sa mocheté, » rit-elle nerveusement. « Regarde-la bien, car c'est la dernière fois que tu la vois. Que vas-tu lui faire? Elle n'y est pour rien. Si tu veux te venger, venge-toi sur moi. » « Oh que non, je veux te voir souffrir comme tu m'as fait souffrir. Mais rassure-toi, tu vas en payer le prix toi aussi. » À ces mots, Meredith lève sa baguette et dit « Brisez !» La jeune sorcière étouffe un nouveau cri et se retrouve avec les 2 jambes cassées et déformées. Des larmes de douleur roulent sur ses joues. Un regard implorant s'adresse à Artus. Celui-ci ne peut rien faire, subissant le sort de retenue que lui imposent les sbires de son ancienne épouse. « Amelia, mon amour, relâche-la, Meredith, ta haine m'est destinée. Alors vas-y, je suis là, devant toi, » hurle Artus désespéré. « Rassure-toi, quand j'en aurai fini avec elle, tu seras le prochain, » promet la nécromancienne. En effet, elle termine son sale travail en prononçant le sort de fin. Abramacabédabra! La pauvre sorcière s'écroule sans vie aux pieds d'Artus qui pousse un hurlement de désespoir. « Tue-moi aussi, sinon je te jure que c'est moi qui te tuerai, » lui promet-il fou de douleur. « Allons, allons, ne sois pas si impatient, ton tour va venir. Laisse-moi te voir souffrir d'avoir perdu celle que tu aimais. Laisse-moi voir comment tu vas faire et surtout, je veux que tu saches le mal que cela fait de perdre quelqu'un que l'on aime. Mais tu ne sais même pas ce que veut dire aimer. Assez, tu te prends pour qui? Moi je t'aimais quoi que tu en penses. Tu parles comme un sorcier et tu pues la compassion et la bonté. Comment ai-je pu tomber amoureuse de toi? Tu déshonores encore une fois notre condition de nécromancien. C'en est assez. Abramacabédabra. Artus s'effondre à son tour mort. Meredith le regarde, surprise de ne rien ressentir. Son cœur a fini par réellement geler. Elle fait signe au nécromancien présent de la débarrasser des dépouilles. L'on peut espérer que maintenant qu'elle a assouvi sa vengeance, elle soit apaisée et cesse enfin la chasse aux sorcières. Malheureusement, il n'en est rien, bien au contraire.
Elle se sent désormais plus forte, plus invincible. Dorénavant, le nouveau but de sa vie est de vaincre toute la magie blanche et de faire régner la magie noire dans le monde entier. Elle veut que toutes les futures générations de nécromanciens se souviennent de Meredith Artefus. Son nom d'épouse est mort avec Artus. Et par-dessus tout, elle veut que les sorciers de magie blanche qui n'auront pas péri tremblent rien qu'en entendant son nom. Sa haine grandit de jour en jour à mesure que la nécromancienne s'enlaidit. Elle se ride de plus en plus, son nez devient crochu et une énorme verrue se met à pousser sur le bout de celui-ci. Elle a su si bien marquer les esprits qu'aujourd'hui encore, les mauvaises sorcières sont représentées à son image dans les livres. Malheureusement, nombre de terrestres pensent toujours que ce ne sont que des contes pour effrayer les enfants. S'ils savaient... Meredith poursuit ainsi ses méfaits, accompagnée et imitée par sa fille Anya. Effectivement, depuis son tout jeune âge, cette dernière prend part aux folies meurtrières de sa mère. Bien sûr, ne connaissant pas autre chose, c'est pour elle en toute logique qu'elle assiste aux exécutions des sorciers de magie blanche et de terrestres, qui, à ce qu'on lui explique, ne sont que des dommages collatéraux, mais surtout des êtres indignes car nés sans magie. Sa mère lui répète sans cesse les bienfaits de ces disparitions, empêchant ainsi de nouvelles atrocités que sont les naissances des infectés. Sont ainsi nommés des êtres moitié nécromanciens, moitié sorciers. Il est à espérer que le ou la nécromancienne qui aura fauté avec un terrestre l'ait fait sans connaître la véritable nature de son conjoint. Mais bien souvent, il n'y a pas de place pour les explications et autres remords, car Meredith fait exécuter tout le monde sans distinction.